Bienvenue à Apple Différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt, ça va super, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Ça va bien et toi? Moi, ça va mieux. Il fait plus chaud. Dans le dernier épisode, l'épisode 52, malgré qu'on était au mois de mai, on avait quand même de la neige. Alors là, on n'a plus de neige. Et puis, on peut commencer à se profiter de la piscine un peu plus, de la moto un petit peu plus, et de l'air frais, pas frais, l'air plus chaud au Québec. Alors, on est heureux. Mais je me rends compte que d'épisode en épisode, les gens peuvent penser que je suis très conditionné par la météo. Mais oui, au Québec, on est très conditionné par la météo. Ouais, nous aussi, on a eu un mois de mai très pluvieux. Alors tant mieux parce qu'on manquait cruellement d'eau, donc c'est une bonne chose. Pour le moral, c'était un peu moins bon. Là, ça y est, le beau temps s'est installé depuis après qu'on a enregistré l'épisode, ça a commencé, tu vois, ça nous a porté chance. Donc on va pouvoir profiter du soleil, de la vitamine D et toi aussi parce que l'hiver a été long quand même. Oui. Ouais. Juste parce que je veux le faire, parce que c'est un insight entre nous autres, entre toi et moi pendant les enregistrements. T'es une très bonne comédienne, Audrey. Allons, tout de suite. Je te retourne le compliment. Allons tout de suite, Audrey, à ce qui fait plaisir aussi. En dehors de la météo, les commentaires que nous pouvons recevoir sur iTunes. Alors, je vais te laisser le plus court, vas-y. Ah, merci beaucoup. Alors, le premier nous vient de Lub Inc., qui dit « Excellente qualité, excellent podcast, des bons duos de présentateurs qui se complémentent à la perfection, malgré leurs désaccords, toujours sur des sujets passionnants tout au long de l'année. Continuez comme ça. » Merci beaucoup. Ouais, d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode 52, j'étais pas d'accord avec Audrey à la fin. Alors, si vous l'avez pas écouté, allez voir dans quoi j'étais pas d'accord. Tu m'as convaincu, t'avais raison. J'adore qu'on me prouve que j'ai tort et qu'on me fasse changer d'avis. Alors, un podcast qui fait du bien. Donc, on a un message de Pedro Tavera. Le podcast est incroyablement informatif et divertissant, avec des discussions intéressantes sur l'histoire d'Apple, les innovations récentes et les perspectives futures. Ils ont une grande curiosité et abordent plein de sujets. Leur passion pour Apple est évidente dans chaque épisode. J'écoute systématiquement quand je cuisine ma bolognaise maison. Il me donne faim. Ça fait partie de mon rituel. Les voix et l'accent des animateurs sont maintenant associés au parfum du romarin et du basilic. Waouh! Mais c'est qui me donne faim, lui. En plus, il est 19h18. Ça y est, j'ai faim. Merci beaucoup pour ce beau commentaire poétique. De la bolo. Saviez-vous que vous pouviez économiser sur la viande quand vous faites une bolo? Coupez moitié viande, puis l'autre moitié, oui, tenez-vous bien, mettez des lentilles, les lentilles foncées, les petites. Les enfants, ils voient que du feu et ça coûte presque la même chose et ça coûte la moitié moins cher. Acteur et arnaqueur. Ah bravo. Ah oui, pour les enfants, écoute, le Père Noël, on connaît ça, nous. Tu sais, ce qui fait plaisir aussi, c'est de vous rappeler que sur applediff.com, vous pouvez appuyer sur le gros bouton jaune qui nous permet, et on vous remercie par avance, de faire des dons pour nous aider à continuer à faire 2 enregistrements par mois. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. C'est vraiment, ça fait plaisir. Et pour vrai, ça aide concrètement à acheter des choses qu'on a besoin d'acheter pour vivre et pour pouvoir faire le 2e épisode par mois. Ouais, merci beaucoup pour vos dons. On fait toujours les quoi de neuf chez Apple et j'ai ramassé quelques actualités que je trouvais intéressantes. Puis un qui, on avait fait un épisode spécial par rapport à ça et c'était le 25e anniversaire du iMac. Et il y a eu un article de MacG qui rappelait toute l'histoire du iMac en passant du premier, parce que ça a été quand même un ordinateur qui a été un événement charnière pour la marque parce que ça a vraiment concrétisé le retour de Steve Jobs chez Apple à cette époque-là, le iMac, et 2, c'était un ordinateur un peu ovni à l'époque, je me rappelle.
On avait des Best Buy aux États-Unis, au Canada, des Walmart, et puis on était habitué à avoir des tours grises, tu sais, des ordinateurs plutôt, même les Mac à l'époque étaient plutôt gris, austères, et puis là on arrive avec un ovni complètement coloré, rond, et puis je sais pas si... Transparent. Ouais. Ouais, c'était incroyable. Franchement, c'était en 99, je crois. 98. Moi, j'avais 16-17 ans et je voyais la pub à la télé et j'avais trop envie de m'acheter. Enfin, je pouvais pas m'acheter, hein, c'est pas possible, mais je suppliais ma mère de m'en acheter un, l'iMac. Puis il faisait des pubs de dingue, quoi, à l'époque, tu te souviens, avec sur la musique d'Elvis, là, l'iMac qui tournait. Enfin, c'était incroyable, quoi. Ça a vraiment été une révolution marketing et technologique parce que c'était quand même l'ordinateur hyper simple à connecter à Internet. Enfin, et puis c'était l'époque de toutes les pubs Mac contre PC là. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Enfin, c'était. Oui, c'est vrai. C'était incroyable. Est-ce que t'as un modèle du coup, puisque MacG posait la question, est-ce que t'as un modèle qui t'a le plus marqué dans toute la gamme d'iMac? Ben celui que j'ai pas pu m'acheter parce que moi j'ai eu un eMac. J'ai pas eu un iMac. Le eMac était fait pour l'éducation. Je me souviens très bien, Il était blanc, il était pas aussi beau que le iMac, mais il y avait les mêmes composants, mais il était $500 de moins cher. Alors ça valait quand même le coup de l'avoir. Il avait une dalle, alors il avait un écran CRT, mais la dalle n'était pas arrondie. Non, elle était plate, c'est ça. Elle était plate. Enfin, il y avait pas les coins arrondis, et je trouvais que c'était un avantage. Moi, je l'aimais bien cet ordinateur. Celui que j'ai préféré, c'est pas celui que j'ai possédé. Celui que j'ai préféré et que je regarde encore des fois sur les petites annonces, si je pourrais pas en avoir un usager, c'est le tournesol. C'est vraiment lui qui a été le plus beau, moi je trouve. C'est ça. Je jette un coup d'œil sur la droite parce que je le vois. J'en ai trouvé un d'occasion. J'ai payé 50 €, donc je me suis clairement pas privée. Un iMac G4 et pour moi c'est un modèle incroyable entre le design et on parlait d'ailleurs d'ergonomie dans un des épisodes et je parlais de cet iMac là avec son écran qui se réglait au doigt. Vraiment c'était en hauteur sur les côtés, l'inclinaison il se réglait toujours aussi bien et 15 ans après il se règle toujours aussi bien. Bien sûr éviter d'utiliser un ordinateur qui a 15 ans ou 20 ans parce qu'au niveau protection en ligne c'est complètement insensé, mais esthétiquement il est beau, il est vraiment très très beau et après je me dis c'est qu'un objet je me suis dit j'aurais pas dû l'acheter, c'est idiot, mais il est tellement beau que voilà. Ouais, ça décore. Et dans l'article de MacG, un truc que j'avais pas remarqué dans l'histoire des iMac, c'est que les premiers iMac qui sont arrivés étaient en couleur, puis après ça, ils ont plus de couleur. C'était blanc. Après ça, c'était aluminium. Et puis la couleur est revenue avec la dernière génération que tu possèdes d'ailleurs, avec les puces silicone. Oui, pendant très longtemps, il y a eu énormément d'iMac en blanc, en plastique blanc. Après, il y a eu une grosse gamme de aluminium, avec lecteur CD, sans lecteur CD. Enfin, moi, j'en ai eu beaucoup quand je travaillais. J'en ai eu 3-4 comme ça, des iMac gris, quoi, en alu. Et avec les M1, ils sont revenus à la couleur. C'est une bonne chose, je trouve. Ça fait une question en plus à résoudre quand tu l'achètes, mais... Quelle couleur faut-il... Quelle couleur tu as pris, toi? Moi, j'ai pris le vert un peu bleu, vert canard. Je sais pas comment. En plus, t'as deux niveaux de vert. Hein. T'as celui que t'as devant et à l'arrière qui est plus foncé. J'ai pris le vert et je regrette pas. Il est très beau. Ouais, ça va avec ton décor, j'imagine, parce que dans tes vidéos, on voit ton décor en vert, ça, j'imagine que ça doit bien se marier, et que t'as pas fait ça de manière anodine. C'est sûr que t'as voulu... Je crois que j'étais dans ma période de bleu-vert. J'adore... Bon, il y en avait pas de turquoise, mais turquoise, c'est ma couleur préférée, donc je suis toujours dans ces couleurs-là, à peu près. Deuxième actualité que je voulais vous ressortir parce que ça a été un élément qui est ressorti, qui est arrivé beaucoup dans l'actualité, c'est qu'Apple a l'air à se défendre beaucoup maintenant sur ses droits d'auteur, ça on le savait, mais au niveau de ses employés. Ils ont trouvé un employé qui a fait fuiter il y a quelques années beaucoup d'informations chez des concurrents chinois. Ah, sommes-nous étonnés de toute l'intelligence par rapport à CarPlay, toutes les données par rapport à CarPlay et cette personne-là est maintenant en Chine
Et si elle s'avère de revenir aux États-Unis, elle est passible de 10 ans de prison. J'ai vu aussi qu'ils avaient mis la main sur une personne, un employé en interne, qui était la pomme pourrie et qui probablement alimentait beaucoup les leaks, les fuites d'informations. Elle aussi, ils l'ont attrapé en lui tendant un piège, en envoyant de la fausse information. Bref, ils font la course à leurs employés en interne et ça doit pas être évident de la grosse compagnie comme ça d'essayer de trouver d'où viennent tous ces fuites, d'où viennent tous ces copies un peu partout qu'on peut voir et acheter des fois qui sont accessibles sur le marché de l'usager ou même du neuf malheureusement. Je vois qu'Apple met les bouchées doubles et ça ressort de plus en plus dans l'actualité. Alors si vous êtes un employé d'Apple et que vous faites des choses illicites, sachez que Tim Cook vous surveille. Ouais, après, bon, ça se comprend, hein, ils défendent leur gagne-pain. Hein. Ouais, je trouve ça un peu normal, en fait, En fait, déjà, ça nous gâche la surprise. Bah ouais. On a déjà parlé des rumeurs, quand 2 jours avant une keynote, on a déjà vu le futur iPhone, on a tout vu, plus d'intérêt. Et pendant des années, moi, je me souviens qu'on ne savait rien. Hein. Personne pipait mot, c'était vraiment très verrouillé. Peut-être que Tim Cook a relâché la bride un peu et que... Je sais pas. Je pense qu'à l'ère de Steve Jobs, il y avait pas ce genre de choses qui pouvaient se produire. Mais bon, écoute, c'est pas étonnant qu'il y ait des vols de technologie ou des fuites de modèles, d'infos, etc. Hein. Je pense que les gens sont aussi payés pour. Ouais, effectivement, ça fait partie des règles d'engagement, justement. Puis, tu vois, j'avais une petite... Je pense que je vais la faire parce que c'est sous le thème. Le thème, tu parles de vol dans le temps de Steve Jobs et ainsi de suite. Il y a... j'aime beaucoup le site folklore.org qui recense toutes les vieilles histoires très drôles de chez Apple où à l'époque, ils développaient leur Mac. Et à l'époque, en 1980... il y avait une compagnie qui s'appelait Franklin Computer qui avait décidé de faire un Mac complètement. Ça s'appelait le Franklin Ace. Tous les logiciels étaient compatibles dessus. C'était vraiment siphonné. Puis ils disaient non, on n'a pas siphonné, là, on a refait et puis ça donne bien que finalement les logiciels fonctionnent sur notre Mac et ils l'avaient pas appelé Mac, eux autres ils l'avaient appelé le Ace à côté du Apple. Et t'avais le Apple et t'avais le Ace. Et puis tu pouvais faire fonctionner les logiciels dessus. Et puis les ingénieurs d'Apple et Steve Jobs avaient fait un truc spécial dans le logiciel. Ils avaient caché une petite icône qui s'appelait voler à Apple, stole at Apple. Et puis l'idée c'était dans un procès de démontrer avec une combinaison spéciale sur un clavier que ils avaient vraiment pris les processeurs d'Apple, ils avaient fait du reverse engineering, ils avaient siphonné le logiciel et puis la compagnie Franklin avait absolument rien inventé. Elle avait complètement siphonné l'idée. Et puis, la preuve, c'était que, ils activaient ça et puis automatiquement, on voyait l'icône stole, voler à Apple avec un petit bonhomme qui ressemble un peu à Finder en arrière d'une prison. Tu sais, quelque chose qui avait été dessiné à l'époque par la créatrice. Ouais, exactement. Il s'était amusé à cacher ça. Et ça avait tellement marqué l'imaginaire que ça avait arrêté beaucoup le piratage à cette époque-là parce que les pirates se disaient merde, l'ingéniosité là-dedans de Apple, c'est de l'avoir tellement bien caché cette icône-là que les gens étaient incapables de le retrouver l'icône. Mais qu'il y avait juste les gens de chez Apple qui étaient capables de l'afficher. Et puis, il y a des gens qui arrêtaient pas de titiller les ingénieurs d'Apple pour savoir il est où, dans quel registre du code est cette icône parce qu'ils le retrouvaient pas. Et puis, ça a dissuadé pendant beaucoup d'années cette petite icône-là, les pirates de pirater Apple. Et ça, je trouve ça excellent comme manière de faire. C'est très ingénieux. Écoute, je vais te partager une aventure que j'ai vécue il y a pas longtemps sur Twitter. Même sur Twitter, ça arrive que tu te fasses voler une info, une image. Et quand je fais des captures d'écran pour illustrer un tweet, je fais volontairement des formats à la con. Genre 1248 pixels sur 719. OK.
Et j'ai fait ça il y a pas longtemps quand Apple a sorti un nouveau produit, je sais plus ce que c'était. Et je tweet l'info. Ça venait juste d'être annoncé par Apple, donc si tu veux, ça me fait toujours marrer d'être là au taquet et de dire Apple a sorti je sais plus, un nouvel iPhone ou un nouvel iPhone de telle couleur. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était. Et 2 minutes après, je vois quelqu'un que je suis et qui me suit tweeter la même info et avec la même image, recadrée exactement pareil. Et je lui dis bon. En fait, je savais qu'il m'avait piqué l'image. Alors, c'est pas piquer l'image, c'est juste qu'à un moment, il a eu la flemme d'aller faire sa propre capture. Enfin, tu vois, je trouve ça pas honnête, en fait. Je déteste ça. Moi, je me casse la tête à faire des visuels, à chercher une info et tout, et les copier-coller, en fait, ça arrive très souvent dans notre milieu, et je trouve ça vraiment très irrespectueux. Donc, bien sûr, il a nié en bloc. J'ai vérifié la taille de son image, c'était exactement la même que moi au pixel près, donc là j'ai pas de doute sur le fait qu'il a appuyé sur l'image, il a fait enregistrer l'image et il l'a tweeté au lieu de me retweeter. Tu vois, c'est tout con. Mais il y a un moment, au lieu de retweeter mon tweet, non, en fait, il a fait un copier-coller et il a piqué mon image. Alors ça paraît idiot, mais à un moment tu te dis mais pourquoi je me casse la tête à faire des choses et que les gens puissent venir comme ça prendre exactement comme c'est pas du tout au même niveau que l'histoire que tu viens de nous raconter, mais il y a un moment, il y a un peu de désespoir, quoi. Là-dedans, tu te dis, mais les gens, ils sont sans gêne, quoi. Ils prennent un truc que t'as créé, et puis ils te disent, non, pas du tout, non, j'ai fait la même capture que toi. Alors, cadrer de la même façon, au pixel près, c'est impossible. Franchement, c'est le genre de chose qui est impossible. Et c'est clair que ça peut être décevant, et ça m'étonne pas qu'Apple fasse ce genre de choses, que ce soit piéger des employés qui volent des technologies ou qui vendent des informations, ou comme là des concurrents. C'est déloyal en fait, c'est ça, c'est déloyal, et je crois qu'il y a rien qui m'énerve plus que ça. Je trouve ça d'une malhonnêteté en fait. Après que la personne dise oui, bon ok, je retire mon tweet, ok, mais même si on sait très bien que tout ce qu'on diffuse sur internet ne nous appartient plus, entre collègues, entre gens du même secteur, ça se fait pas. C'est pas correct. T'as raison. Puis tu vois, je suis en train pour ma chaîne, je fais un petit test parce que ça m'a titillé. Ça s'appelle des écouteurs. Et puis là, c'est en audio. Alors vous allez pas pouvoir le voir, mais je vais le montrer à Audrey. Elle va pouvoir corroborer que c'est exactement la même chose. C'est Lenovo, hein. C'est pas une petite compagnie du coin qui fait des écouteurs. C'est Lenovo, hein. Tu vois, là, c'est la compagnie Lenovo. Ouais. Punaise. C'est pas n'importe qui fait des écouteurs, et que tu regardes les écouteurs et tu vas te dire, ça ressemble au tien, hein. Ah ouais, exactement. Ah oui, moi, tu m'aurais dit que c'était AirPods, j'aurais cru, hein. Alors, Et c'est Lenovo. C'est pas un fabricant chinois inconnu qui fait des copies. Non. Ça s'appelle le Think Plus. Puis le pire, c'est que dans le nom, ils ont appelé ça des Live Pods. Alors, il va avoir un procès, hein. Écoute. Ou pas, parce qu'il y en a tellement. Je me dis, hey, c'est gros Lenovo, là. Puis Lenovo, c'est Motorola aux États-Unis, c'est une grosse compagnie, là. Il y a des parts américaines. S'ils font ça. Alors Mathieu me montre une boîte de AirPods, en fait, peut-être un peu plus petite, ou alors il a des grandes mains, je sais pas, mais on dirait mes AirPods 3 hein, que j'ai ici. Clairement, la même petite charnière en métal à l'arrière, ça s'ouvre de la même façon, les AirPods du coup. Ouais, voilà, elle est un peu plus petite. C'est ça, je te compare à l'image, les gens le voient pas, mais je compare mes AirPods Pro à cette boîte-là. La petite lumière verte devant, enfin voilà, pareil. C'est ça, exactement. Alors oui, ça se fait, et puis maintenant ça se fait de copier, ça se fait de plus en plus. Et moi ça me fait halluciner. Là. Tu regardes des produits tech, ça c'est un produit tech, mais il y a pas que, hein, il y a beaucoup de copies. C'est ça l'humain. Hein. Il peut être capable du pire comme du meilleur, et là c'est du pire. Ben oui, c'est pour ça que la justice existe et qu'à un moment faut mettre les gens face à leur comment on dit, des loyautés, quoi. Enfin, pas forcément le fait d'être loyal, mais à leur malhonnêteté, quoi. Ouais. Donc ça arrive en fait à tout niveau, dans tous les secteurs. Moi, je connais beaucoup de créateurs de contenu
qui me disent ah mais machin il a utilisé mon visuel, il m'a pas cité, il a pas partagé, il a juste piqué mon visuel. Ça arrive tout le temps, même des dessinateurs de BD, enfin j'en vois plein, j'en suis plein. Et c'est bizarre parce que quand on râle après ça, on passe pour quelqu'un qui râle pour rien en fait, qui fait des histoires pour rien. Parce que moi, enfin. Voyons, tu t'as travaillé, je t'ai copié, puis tu te plains, Audrey, quand même. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, cette personne-là m'a envoyé un mail, la personne parce qu'il a pas du tout apprécié ce que je lui ai dit publiquement sur Twitter, parce qu'à un moment, moi, je ne me cache pas pour dire aux gens, tu fais de la merde, retire ce que t'as piqué, quoi. Et il m'a envoyé un mail en me disant qu'il était très déçu de mon comportement. Ah, ok, bon. Tu vois, donc là, j'ai laissé tomber. Écoute, Toujours. C'est incurable. Alors, revenons à quelque chose d'un petit peu plus joyeux sur Twitter. Toujours, on a des aventures sur Twitter, hein, on s'échange des trucs. Si vous suivez-nous, vous allez voir, vous allez avoir l'envers du décor des fois. Figure-toi qu'il y a quelques jours, Apple a annoncé un nouveau bracelet Pride motif confetti. Et puis, sur Twitter, et je t'avoue bien candidement, là, l'objectif en arrière de ce tweet-là, et il a suscité beaucoup de réactions, c'était vraiment de dire, je veux pas blesser personne. Est-ce que ça dérange si j'en mets un bracelet Pride? Alors que, tu sais, surtout que ce bracelet-là, c'est vraiment la communauté LGBT, c'est des personnes racisées, tu sais, ça vise plein de monde, mais c'est sûr que moi, homme blanc d'une quarantaine d'années, ça me vise pas. En tout cas, c'est pas pour aucun mérite de soutien de quoi que ce soit. Alors j'ai posé la question, est-ce que ça va blesser? Est-ce que c'est de l'appropriation si je prends ce bracelet-là? Et là, j'ai eu beaucoup de commentaires, à ma grande surprise d'ailleurs. J'ai eu un commentaire de toi. Hein? Est-ce qu'on a le droit, Audrey, en tant que non-participant d'une quelconque communauté, de mettre ce bracelet-là? Oui, bien sûr. Alors, je précise que tu es hétéro, donc c'est pour ça que tu te poses la question. C'est ça, voilà. Parce que nos auditeurs ne savent pas forcément. Moi, je t'ai répondu, il y a vraiment, déjà, tu portes ce que tu veux. Voilà. Et au contraire, c'est une marque de soutien envers la communauté LGBT de porter un petit drapeau ou un petit pins avec le drapeau arc-en-ciel ou le bracelet Pride. Clairement, ça ne me choque pas du tout et c'est pas de l'appropriation culturelle ou je ne sais quoi. Au contraire, ça veut dire que tu es ouvert à d'autres communautés. Et par contre, comme je t'ai dit, comme quelqu'un t'a dit et j'ai validé, c'est que tu risques de te faire un peu draguer. Mais à part ça... Oh. Ouais, s'il me paye une bière pendant un match, c'est correct. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais bref, il est super chouette. Ils sont généralement très beaux, mais celui-ci, moi, je pense, il m'a tapé dans l'œil. J'ai hâte qu'il arrive au Canada. Toujours pas encore arrivé. J'ai vérifié hier. Et donc, t'as eu des réponses positives? C'est là que je voulais venir. Et puis c'est ça qui est le plus important, d'ailleurs. On a une sacrée belle communauté de gens qui nous suivent. J'ai pas eu d'écart, j'ai pas eu de personnes, j'ai eu beaucoup de commentaires très tu le mets ce que tu veux, puis c'est correct de supporter, t'as le droit de faire. Alors merci à la communauté qui nous suit. Je trouve ça cool et bienveillant. Alors même si pour certains ça paraissait une question stupide, pour moi j'étais intéressé à savoir si l'objectif c'était pas de blesser personne ou de m'approprier quoi que ce soit, c'était vraiment de dire il me plaît, est-ce que je peux sans blesser? Puis oui, la réponse c'est oui. Alors je vais attendre de l'avoir. Mais déjà te poser la question, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit parce que je pense que les gens qui ne se posent pas des questions, c'est peut-être ça le problème en fait. Par contre, j'étais assez triste parce qu'il y a quelqu'un qui t'a répondu en disant j'oserais jamais porter ça. Ouais. Donc ça m'a fait bizarre comme réponse et je lui ai dit pourquoi. Et il dit par rapport à l'image que je vais renvoyer. Et donc je lui demande mais pourquoi? Enfin je comprenais pas quoi. Ouais. Et il a dit en fait entre ma famille et mes collègues de travail, ils se moqueraient de moi donc je veux pas subir ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça triste quoi. Je me suis dit mais déjà heureusement qu'il est pas gay parce que le pauvre. Ça doit être pas facile. Ouais. Voilà. Et en plus, juste porter quelque chose qui fait référence à une communauté, que ce soit une communauté LGBT ou racisée ou peu importe, rien que se faire attaquer pour ça, même une remarque, peut être lourde, quoi, en fait, et j'ai trouvé ça, un peu triste pour lui, quoi. On en est encore là, malheureusement, en France, du moins, on en est encore là. Il y a aussi des imbéciles, ou en tout cas des gens fermés ici aussi.
Ben voilà, alors ça fait le tour un peu des quoi de neuf. On a été même dans l'histoire d'Apple, on a fait même presque un peu de la pensée et de la réflexion. On va toujours rester dans le même esprit. Il y a quelques temps, en fait, à l'épisode 24, on avait fait un épisode spécial où on traitait de ce qui nous plaisait pas chez Apple, puis ce qui nous faisait un petit peu suer. On a décidé de rendre la monnaie de la pièce, de faire l'équilibre par rapport aux forces qui s'opposent. Et là, on va parler de qu'est-ce qu'on aime chez Apple, pourquoi on aime chez Apple, et puis pourquoi on peut s'assumer d'aimer Apple. Hein? C'est pas grave non plus d'aimer Apple, c'est pas une tare. Et puis moi, j'ai fait un petit listing grâce à mon ami ChatGPT, et je tiens à dire que je fais pas des listings en tapant donne-moi 7 trucs intéressants d'Apple. Non, je travaille mes prompts, je corrige ChatGPT. Alors, parce qu'Audrey, elle m'a fait le commentaire. Ça paraît que c'est ChatGPT. Oui, mais je travaille mes prompts. Alors, toi, Audrey, dans les éléments qui font que, pourquoi t'as commencé à apprécier la marque? Parce que visiblement, t'es passionné, t'en as fait ton métier, tu aides les gens à s'approprier la marque. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui a fait que c'était Apple et pas IBM ou, je sais pas, Windows, Microsoft? En fait, je pense vraiment que la première fois que j'ai pris contact avec Apple, que j'ai découvert cette société, c'était à travers la pub dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà, en fait, moi je suis née en 81, je suis une enfant de la pub. Je veux dire, on est la génération qui a gobé le plus de publicité à la télé. On a passé tous nos mercredis devant le Club Dorothée. Enfin, on avait de la pub. Et bref, donc on était quand même on est des enfants de la télé. Et quand j'ai vu cette pub pour l'iMac, je crois c'était la version violette, avec la musique d'Elvis, là. Il faudrait que je la retrouve, cette vidéo. Je suis sûre qu'elle est sur YouTube. Quand j'ai vu cette pub, si tu veux, par rapport aux pubs pour la moutarde, aux pubs pour la lessive, j'avais l'impression de regarder une publicité rien que la pub, c'était un ovni, parce qu'il y avait juste une phrase à la fin, et il y avait que de la musique et un ordinateur qui tourne dans tous les sens au rythme d'Elvis, et rien que la pub était incroyable. Et quand j'ai vu ça, je suis tout de suite allée le voir en vrai à la Fnac, je crois, à l'époque. Et je me suis dit, ah ouais, donc il y a une société qui fait des choses différentes pour des produits du quotidien. Et donc c'est possible de se démarquer autant. Enfin, ça m'a complètement subjuguée de découvrir... oui, comme tu disais, les ordinateurs à l'époque, ils étaient gris, ils étaient moches, c'était des tours avec plein de prises et de boutons, et ça avait rien de sexy, quoi. C'était juste de l'informatique. Et il fallait être sacrément technique ou alors on disait pas geek à l'époque, mais un peu rat de laboratoire pour s'intéresser à ça. C'est pas du tout méchant ce que je dis, mais voilà, là ça a été un Mac qui, enfin déjà faire voler, pas voler, mais faire danser un ordinateur, enfin je sais pas, c'était incroyable. Donc moi ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a fait prendre connaissance de cette société que je ne connaissais pas. Il y avait pas de Mac dans mon entourage. Et je pense que le coup de cœur, il est arrivé là, jusqu'au jour où j'utilise un Mac, et là, ça a confirmé que, en fait, je pense que mon destin va être lié à cette marque. Je savais pas à l'époque, mais voilà, un coup de cœur, comment on peut dire, c'est bizarre d'utiliser le mot coup de cœur, mais je sais pas, des fois, on est attiré par quelque chose et ça s'explique pas trop. Il y a une relation particulière avec cette marque-là. Moi, il y a plein de trucs. Ouais, dis-nous, toi. Ouais, moi, il y a plein de trucs. Quand j'ai commencé très jeune à faire de l'informatique, je me rappelle. Alors, j'étais même en France. On avait c'était quoi? C'était des Amiga, des choses comme ça sur lesquelles on programmait des lignes, des trucs comme ça, jeunes. Ah, pour info, j'étais à Fécamp, en Normandie, à l'époque. Alors, pas loin du Havre. Et puis, ça a toujours été un objet, je regardais étrangement, j'étais attiré, mais je regardais étrangement. Mais quand j'ai vu le premier Macintosh SE, à l'époque, je me rappelle, c'était le SE parce que mon ami, il dit « Hey, moi, j'ai un Macintosh SE. Les autres, ils ont le Macintosh normal, mais moi, j'ai le SE. » Mais déjà, juste, ce qui m'avait marqué, moi, c'est vraiment l'interface. Moi, c'est vraiment l'interface. J'étais dans du DOS, tu sais, on programmait des lignes de commande, puis je trouvais ça... C'était pas intéressant vraiment, tu sais, d'interagir avec une machine de cette manière-là. Et quand j'ai vu la première fois un Macintosh, j'ai fait waouh. La souris, le curseur qui bouge sur l'écran, puis une interface graphique. Ouais.
et puis supprimer un fichier, Audrey, en prenant le fichier et en le glissant dans une poubelle. Eh ben écoute, c'est incroyable que tu dises ça parce que quand j'ai fait ma vidéo sur YouTube ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, ça dure 1 heure, mais j'ai exactement dit ça. C'est le premier stage que j'ai fait dans une agence de pub où on m'a mis devant un Mac. C'est la première fois que je voyais un Mac, et je crois que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dû créer un dossier comme ça par erreur, et je l'ai glissé à la corbeille. Et là, j'ai fait ah, mais c'est aussi simple. En fait, je me suis vraiment dit mais ok, je viens de me prendre une claque là. Ok, donc l'informatique chez Apple, c'est ça. Alors ça devait déjà être le cas sous Windows, mais j'avais pas de PC. Enfin, et c'est incroyable qu'on ait ce même souvenir. C'est fou. Ouais, bah tu vois, j'avais pas vu cette vidéo-là, mais je vais aller la regarder. Alors, de voir la première interface, déjà, ça avait déjà suscité en moi des choses. Et puis bon, ben j'ai eu dans les premiers iPods. Hein, moi, je suis pas entré dans les ordinateurs tout de suite chez Apple. J'ai eu les premiers iPods. Et puis, je pense que le premier déclic, je voyais que au niveau design, il y avait quelque chose. Au niveau design, moi, ça m'attire. Et puis, c'est ça qui m'avait attiré. Et puis, ben, c'est quand j'ai été pour la première fois, il y a plus de 20 ans maintenant, à la première boutique Apple sur la 5e avenue à New York. À l'époque, ils vendaient pas des ordinateurs, c'était juste des iPods directement. Ils vendaient des ordinateurs, oui, mais il y avait juste des iPods, il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas rien de ça. Et j'ai fait, oh, wow! Les gens qui étaient dans cette boutique-là, ils étaient complètement différents du reste des gens qui avaient sur la 5e avenue. Pour dire, la 5e avenue, c'est un peu les Champs-Élysées, très, très huppés, et ainsi de suite. Et là, quand on arrive dans la boutique du Apple Store, la 5e avenue, à New York, ben, c'est pas des clochards qu'on a là, mais c'est des gens comme toi puis moi, colorés, qui parlaient, qui étaient contents, ils partageaient ça, les vendeurs, puis je fais, ah, il y a quelque chose avec ça, c'est une secte. C'est sûr qu'ils ont fumé quelque chose au début, à l'entrée, ils ont fait quelque chose. Et puis non, puis là, j'ai commencé à plus travailler, puis au niveau de mon travail, tu sais, j'ai toujours été développeur web, et puis ben, les infographes ont travaillé sur Mac, et puis tu sais, on avait ça. Puis puis tu sais, j'avais cette relation-là, mais là, j'ai une relation plus design humain, où là, j'ai fait, oh, OK. Puis là, je me suis intéressé beaucoup, en vieillissant, je me suis intéressé plus à l'histoire de l'informatique. Puis ça, je me suis rendu compte de la richesse de cette compagnie-là en termes informatiques. C'est vraiment des pionniers de l'informatique, mais vous avez même pas idée à quel point, quand on s'intéresse à l'histoire d'Apple, que ce soit les interfaces graphiques, que ce soit les écrans, que ce soit sur plein d'aspects, s'il n'y avait pas eu Apple, on n'aurait pas l'informatique qu'on a là aujourd'hui, indépendamment que vous soyez sur Apple ou pas. Hein. C'est juste incroyable. À chaque révolution qu'ils ont fait pour le smartphone, même si les smartphones ça existait, eh bien, quand ils ont sorti l'iPhone, c'est comme s'ils imposaient des bases à tout le monde, en fait. Ils disent, en fait, le smartphone idéal, il doit être comme ça. Donc, allez-y, les autres, faites vos smartphones. Mais en fait, ils imposent une vision de l'interface graphique, du rapport qu'on a à nos machines. Et en fait, ils en font presque un modèle sans... Alors, on a eu un commentaire sur Apple Podcast, tu l'as vu, un peu... Alors, 3 étoiles, je crois. Hein, 4. D'habitude, 4 étoiles. Ah, oui. Tu sais de quel je parle? Oui. Et en gros, il nous disait on avait un bon podcast, mais qu'un avis devient une vérité. Et en vrai, notre avis est basé sur des faits réels, en fait. Je dis pas qu'on est on n'est pas des apôtres d'Apple, on va pas dire que tout est parfait, et ça nous arrive très souvent de critiquer Apple, comme on l'a fait dans l'épisode dernier pour Final Cut Pro ou des choses comme ça. C'est juste qu'à un moment, on se base aussi, toi comme moi, sur la réalité, et qu'en effet, quand on donne notre avis, il est basé sur une réalité. Donc, après, on reste un podcast d'opinion, on donne notre opinion personnelle, on est 2 copains qui animent un podcast, on n'est pas le journal Le Monde ou je ne sais quoi, on va pas... voilà, on fait ça entre nous. Donc, j'avais trouvé son commentaire intéressant, et ça me fait plaisir d'y revenir. Mais en effet, je pense qu'on ne peut pas nier la vérité que Apple est un pionnier de l'informatique moderne, et qu'elle a mis le premier wagon de tout ce qui a suivi ensuite, et ça serait faux de le nier, quoi. À travers ce qu'on discute là, il y a plein de points qu'on a discuté, qu'on a adressé par rapport au listing que j'avais préparé. C'est indéniable la qualité des produits. Vous avez juste à prenez un MacBook Air d'entrée de gamme.
prenez un Asus d'entrée de gamme, vous avez pas du tout le même ressenti, clavier, rétro-éclairé, tout. Au niveau de la qualité des produits, c'est sûr. Alors, d'aucuns diront, on le paye, oui, mais il y a le service aussi, puis il y a l'expérience utilisateur en arrière. T'appelles Apple, ils répondent. Tu vas au Apple Store quand t'as la chance d'en avoir un, c'est un service tout de suite que t'as. Alors, en termes de qualité de produit, de qualité de service, ça, on n'a rien à dire. Regardez leurs téléséries sur Apple TV+, qui sont en parfaite lignée, je trouve, avec les téléséries, les produits. Il y a une qualité de production, il y a une qualité de choix des thèmes qui sont des fois pas faciles. Écoutez, là, une compagnie qui fait, puis je l'ai écouté, qui fait une comédie musicale en 2023, puis que c'est bon, puis que moi qui écoute jamais des comédies musicales, je l'écoute puis je trouve ça drôle. J'ai pas vu ça sur Netflix, hein, j'ai pas vu ça sur Prime, tu sais. Alors peut-être qu'il y en a, peut-être que je dis c'est peut-être pas un fait. Mais bref, elle est très 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 de qualité. Mais ils sont avant-gardistes dans leurs produits. Et en effet, dans les séries qu'ils produisent, on sent qu'ils sont déjà 5 ans devant par la façon dont ils incluent des gens, des communautés, ils font tomber des... Moi, je l'ai vu dans... c'est Shrinking, je crois. Oui. La thérapie de la vérité, c'était ça le titre canadien. Ouais. Voilà, en fait, il y a des choses dont on doit même plus parler parce que ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, et notamment, tu vois, par exemple, le fait qu'il y ait des couples LGBT dans les séries, pendant très longtemps, ça a été un sujet. Aujourd'hui, dans les séries d'Apple et dans les séries de plus en plus de Netflix, autres, ce n'est plus un sujet, c'est juste, bah tiens, je te présente mes parents, et ces parents, c'est 2 personnes du même sexe, et que c'est plus un problème, et c'est plus une bête curieuse, voilà, en fait, c'est juste normal, et dans Shrinking, ils ont intégré plein de choses comme ça, et quand tu regardes avec cet œil-là, tu te rends compte qu'en fait, ils banalisent plein de choses qui sont encore des problèmes à l'heure actuelle pour beaucoup de gens. Donc ils sont avant-gardistes dans tout ce qu'ils font, en fait. Moi, il y a deux points que je veux aborder avant d'aller dans les réflexions. L'écosystème. Je trouve que on a un écosystème, certes pour certains fermé, mais moi je trouve qu'il est, je dirais pas le terme fermé, mais je dirais plus ultra complémentaire et bien imbriqués les uns dans les autres. On commence à voir de plus en plus la logique en arrière de ça avec les abonnements plus les produits, où tu vois que ça, c'est un écosystème complet, du salon avec l'Apple Télé, au travail avec ton Mac, en déplacement, en mobilité avec ton téléphone. Bref, je trouve qu'au niveau de la vie numérique, c'est bien intégré. On fait du sport, on a l'Apple Watch, on a Apple Fitness, on veut se divertir, on a Apple Télé+, on a Apple News+, que vous n'avez pas encore peut-être en France. Bref, on a vraiment, je trouve... un bel écosystème, puis c'est sans aucune... je me sens pas mal de pas avoir Spotify, je me sens pas mal de pas avoir tel... Tu sais, j'ai pas besoin d'aller ailleurs, ça me comble tout ce que j'ai dans mon écosystème. Évidemment, j'ai tous les produits qui vont bien, puis il faut avoir un certain montant d'argent pour pouvoir se le payer, mais je trouve que l'écosystème est intéressant et bien intégré. On parlait des abonnements dans le dernier épisode. C'est cool de gérer ces abonnements au même endroit. Et puis, quand tu t'abonnes à un truc, automatiquement, ça va sur ton iPad, ça va sur ton Mac. Ça, c'est cool. Ouais, en fait, je pense que Apple, c'est vraiment pour les gens qui veulent utiliser des services, produire du contenu, mais en fait, sans faire d'informatique. Et ça, je l'ai toujours dit, c'est qu'en gros, moi, clairement, la difficulté dans mon travail, c'est d'être meilleur dans ce que je fais, c'est d'avoir du temps pour... vérifier les informations que je vais transmettre, etc. J'ai pas de temps à passer à régler des problèmes d'informatique. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis sur Apple et que je resterai sur Apple, c'est que les problèmes techniques, les mises à jour qui durent 2 heures, les trucs qui sont chiants en fait dans l'informatique, qu'on ne veut plus, qu'on a quand même subi quand on était plus jeune, quand on utilisait d'autres appareils. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on veut juste utiliser... nos outils d'informatique comme on utilise un marteau. C'est-à-dire c'est simple, ça casse pas, Ça fait ce que ça a à faire, puis on n'a pas besoin de se prendre la tête avec. C'est ça. Je pense qu'on a assez de problèmes dans la vie pour pas s'en rajouter en se compliquant les choses par aspect de oui, mais tu vis dans une prison dorée. Mais oui, mais
en fait, j'y suis bien et je vois pas où est le problème, en fait. On a le droit d'aimer Apple et on a le droit d'aimer ce qu'ils proposent sans se dire ah ouais, mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il faudrait que j'achète un téléphone Android ou autre pour voir ce que c'est. Ben, en fait, j'ai même pas cette curiosité-là et c'est... Ouais, c'est ça. Des fois, je me dis c'est peut-être terrible, mais en fait, pourquoi faire? Le peu de temps qu'on a de libre, je préfère le passer à autre chose, quoi. En fait, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'utilisateurs, hein, beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est que pourquoi faire plus compliqué? Ouais, puis en bout de ligne, ce que j'ai remarqué, c'est que tu vois, cet état d'esprit-là, c'est ce qui définit le sentiment d'appartenance. Parce que quand je parle à quelqu'un qui a déjà un produit Apple, de facto, quand on commence à parler du produit, regarde ce que j'ai découvert, regarde, tu peux faire ça, ouais. Il y a comme un truc, il y a comme un élément de partage, je trouve, dans les gens qui utilisent les produits Apple, qui est naturel. Tu sais, l'autre fois, j'étais avec ma copine, puis on se partage des mots de passe. Pour nous, maintenant, partager des mots de passe avec KeePass, tu sais, ça va super bien. Tu appuies sur la flèche, tu partages le mot de passe à la personne en AirDrop, pouf, elle a le mot de passe. Ben, automatiquement, elle le montre à une autre personne. Regarde comment on peut le faire, c'est sécuritaire, tu n'as plus besoin de tes mots de passe robustes. Puis c'est des thématiques de cybersécurité qui sont complexes à aborder d'habitude, mais là, ils l'ont rendu simple. Puis tout ça, ben je trouve que ça fortifie la communauté par rapport à ça. Oui, le partage de mots de passe, tu peux le faire dans le trousseau iCloud aussi, avec AirDrop, c'est vraiment bien. Ouais, je l'ai fait il y a quelques jours et c'est super pratique. Et c'est ça, par exemple, tu vois, rien que le fait de partager un mot de passe Wi-Fi avec quelqu'un, mais pendant 20 ans, 15 ans, ça a été une galère sans nom, avec les 14 000 caractères qu'il faut lire en majuscule, minuscule, espace, tiret, gna. Et là, en fait, tu veux te connecter à mon réseau Wi-Fi, ok, tiens, approche ton téléphone, hop, c'est fait. Et on passe à autre chose, en fait. Et c'est bon, allez, on va faire un gâteau, on va faire un barbecue. Enfin bref, on s'en fout de l'informatique, en fait. Tu vois ? C'est ça. Ouais, effectivement. Ça. Et le sentiment d'appartenance, en effet, c'est simple, en fait. Et puis, moi, j'ai un copain qui est sur Android et tout, et qui fait des tutos aussi, et il me dit, ouais, mais toi, avec ton iPhone, tu peux pas faire ça. Genre, dupliquer une application. Je lui dis, ben non. Pourquoi ? Mais pourquoi faire ? En fait... tu vois, c'est pas du tout anti-Android ou quoi mais à quoi ça sert de pouvoir bidouiller un truc au final si, clairement, c'est pour ça que je dis souvent que je suis pas une geek, parce que, moi, en fait, l'informatique, c'est un produit comme un autre, comme ceux que j'ai dans ma boîte à outils, dans mon garage, et c'est tout, quoi, tu vois, c'est juste des bons outils. C'est des très bons outils. À notre service, c'est pas l'inverse. Ouais, exactement. Ben voilà, ça faisait un peu le tour du sujet. On a fait une émission où on disait ce qui nous fait suer d'Apple. Ben là, on a fait la contrepartie et je pense qu'on rééquilibre les forces. C'est ça. Alors dites-nous, partagez avec nous sur Twitter ou sur Mastodon pourquoi vous aimez Apple, parce que nous on a indiqué là ce qui fait qu'on aime Apple et qu'on assume en fait, et que c'est pas honteux ni ça veut pas dire qu'on n'est pas des gens qui sont passionnés d'informatique ni autre. Enfin, il n'y a pas du tout de culpabilité à avoir. Dites-nous sur Twitter ou Mastodon pourquoi vous aimez Apple, et surtout si vous venez du côté sombre de la force, pourquoi vous êtes passé du côté de la lumière. En tout cas, je suis contente qu'on ait fait cet épisode, parce que notre épisode 24, c'était quand même tout ce qu'on déteste chez Apple. Hein. On n'y est pas allé de main morte, c'était... Et ce que Apple devait améliorer. Et c'est là qu'on va voir, avec les statistiques, si les gens préfèrent du négatif ou du positif. Mon petit doigt me dit que les gens d'Apple, ils préfèrent du positif, et que cette émission-là fera plus de statistiques que l'autre. Ouais, mais n'oublie pas, taper sur Apple, ça fait des clics, on le voit tous les jours. C'est vrai, on le voit tous les jours. Dire du mal d'Apple, ouais. Avant de passer dans les réflexions pensées du mois, je voulais juste vous référer à un lien dans les notes de l'émission. Ça s'appelle Infinite Mac. Vous faites infinitemac.org et vous allez pouvoir, sur votre navigateur, tester les vieilles versions. Moi, j'aime ça, tester les vieilles versions des OS. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Trop bien. Et vous pouvez, à partir de Safari, essayer macOS 1, 2, 3 jusqu'à 9, et puis vous amuser là-dessus. Bon, vous pouvez pas... moi, j'ai pas réussi à installer des applications, mais vous pouvez au moins utiliser macOS tel qu'il était à une certaine époque sans avoir à l'installer sur votre Mac. Oui.
Dans la pensée et réflexion du mois, Audrey, tu nous parles de Netflix. Oui, j'ai vu la saison 2 de Sweet Tooth, donc c'est une série sur Netflix que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé la saison 2 autant que la saison 1. Alors il y aura 3 saisons en tout, donc j'ai hâte de voir la suite et donc la fin. C'est l'histoire d'un... Alors ça commence en fait assez négativement puisque en fait on dirait que c'est le Covid. Il y a un virus qui arrive sur Terre et qui, par contre, qui tue 98% de la population. Donc là c'est un peu plus méchant que le Covid, beaucoup plus méchant même que le Covid. Et au même moment, tous les enfants qui naissent sont mi-enfants, mi-animaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent naître avec le petit garçon, l'acteur principal, il naît avec des petites cornes et en fait il est j'ai oublié le mot, aide-moi. Il est bien encombré avec ses cornes en tout cas, ça c'est sûr. C'est ça. C'est un hybride. Un hybride. Il est hybride, voilà, mais mi-garçon, mi-cerf. Mi-cerf, voilà, le mot cerf, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Donc il est mi-garçon, mi-cerf, il a des petites cornes et puis des oreilles de cerf. Et donc c'est le grand questionnement de pourquoi ces enfants sont nés comme ça, enfants hybrides, humains-animaux. Et ce qui est intéressant, c'est que même si la série, elle est quand même sérieuse parce qu'elle pose des vraies questions, il y a l'aspect où les enfants parlent et en fait, leur facilité de voir les choses et leur point de vue simpliste, ça fait du bien en fait. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de magique dans cette série que j'aime beaucoup. Et j'étais très contente de voir la saison 2 arriver. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, c'est Sweet Tooth. Donc gueule sucrée, on peut traduire un peu ça comme ça. Enfin dans la série, c'est traduit comme ça sur Netflix. C'est toujours c'est un peu comme quand t'es avec des enfants qui découvrent des affaires ou qui te posent des questions, l'émerveillement de quelqu'un qui tu sais, qui a pas les biais qu'on a quand on est adulte est toujours intéressant. Ça te montre les choses d'une manière différente. Ouais. Par exemple, juste une petite anecdote. On a offert un de mes neveux a reçu des Lego. Oui. Et il fait tomber sa boîte de Lego. Et il dit, de toute façon, je peux pas la casser puisque c'est livré déjà démonté. Voilà, c'est ça. C'est déjà cassé. C'est ça, c'est déjà cassé. Et j'ai trouvé ça trop génial qu'il dise ça parce que, mais quelle logique imparable. Ouais. J'ai adoré, quoi. Maintenant, les Lego, je peux pas les casser, en fait, puisqu'ils sont déjà, on les achète, ils sont déjà cassés. J'ai trouvé ça trop génial. Audrey, je vais te faire écouter quelque chose, tu vas me dire si tu reconnais. Oui. C'est quoi ça? C'est les premières notes de musique de Retour vers le futur. Oui, parce que moi, je vais vous parler d'un documentaire, en fait, sur, on parle de Retour vers le futur, mais on parle plutôt de l'acteur dans cette documentaire-là, de Michael J. Fox, qui avant, c'était juste Michael Fox, qui est canadien, qui est né sur une base militaire, dans le fond, dans les années 80, qui a vraiment bouleversé l'histoire du cinéma à son époque, le peu le laps de temps qui a pu travailler, en fait. La télésérie, en fait, le documentaire s'appelle Tenace. C'est sur Apple TV+, et ça raconte sa vie, mais ça raconte surtout, et j'ai pas encore terminé parce que moi maintenant, tu sais, quelque chose d'1h30, il faut que je le fasse en 3 soirées. Alors, il m'en reste un petit 20 minutes à écouter. Ça parle surtout de sa maladie, qui est atteinte d'une maladie incurable, Parkinson. Et dans la première heure que j'ai écoutée, c'est vraiment très, très touchant. On le voit en tant que Marty McFly dans Retour vers le futur ou dans d'autres séries qu'il a fait, mais c'est sûr qu'il a marqué l'histoire du cinéma puis de notre culture pop en étant le Marty McFly. On le voit en étant justement ce Marty McFly-là, en se mariant avec sa femme, en ayant des enfants, mais on le voit aussi dans le début de sa maladie, avec tous les problèmes d'acceptation qu'il y a par rapport à accepter tout bonnement une maladie de ce genre-là. Quand t'es à ton apogée, quand tu commences dans ta carrière, quand tu pourrais, ou tu sais, ou que tu penses que tu pourrais être quelque chose d'autre, mais qu'il y a quelque chose qui te freine. Et c'est super beau comme documentaire. Je vous le conseille très fortement. Il me reste un dernier 20 minutes à écouter, en toute transparence, mais la première heure était vraiment super chouette, bien montée.
C'est en anglais, sous-titré français, en tous les cas au Canada. Je sais pas s'il va avoir une doublure, mais de l'entendre, c'est vraiment super drôle. Et dans la maladie et dans tous les défis qu'il doit traverser, ce gars-là a une joie de vivre, a un humour, c'est décapant. Toi qui marches le matin, que t'as pas de problème, puis que tu regardes Michael J. Fox maintenant, trembler, tomber, parce que tu sais, il se blesse, avoir des problèmes de locution, puis toujours rire avec les médecins, toujours rire avec sa femme qui est magnifique, ses enfants qui rient. Une anecdote dans le documentaire qui est vraiment drôle. Ses enfants, ils lui envoient des SMS. Ses enfants sont à l'école. Et ils envoient des SMS de « Papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Papa, Et puis, on se rend compte qu'il répond pas à ces SMS. Il en a des centaines qui répondent pas. Puis il dit « Je réponds pas parce qu'à chaque fois que je commence à répondre, je me retrouve sur une page chinoise. » Parce qu'il tremble. Et là, tout le monde rit, pleure, parce que, tu sais, on comprend ça. Mais il amène ça d'une manière super, super drôle. C'est pas dans la dérision, mais c'est dans j'arrive pas à mettre le point directement sur l'état de ça, mais franchement, il est incroyable. C'est une superstar, et il se voit partir dans ses capacités. Et vraiment, allez écouter ça. Encore une fois, un documentaire sur Apple Télé qui est juste génial. Ouais, parce que c'est vrai qu'il est tombé malade très jeune. C'est plutôt une maladie que les gens ont. Maladie de Parkinson, c'est quand même plutôt 60-70 ans, quoi. Lui, il l'a eu, je sais plus quel âge il avait, mais moins de 30 ans, non? Ou tout juste? Ouais, ça a commencé. Retour vers le futur 3, j'avais vu un autre documentaire où on le voit à certains endroits où il tremble. Et on apprend dans le documentaire, puis je veux pas tout spoiler, mais que il a pris beaucoup de médication pour cacher. Il faisait exprès de courir puis de toujours marcher. Dans ses films, c'est pas pour rien qu'on le voit toujours manipuler puis être très dynamique, parce qu'il savait que s'il arrêtait un petit peu, là, les tremblements allaient commencer. Alors, il faisait exprès d'avoir une façon de jouer que les autres avaient pas. Ouais, je pense que le mot que tu cherchais, c'était plutôt de la résilience. Ouais, c'est ça. C'est ça, quoi. Les gens qui vivent ou qui ont vécu des choses horribles et qui en font une force, quoi. Donc, ouais, c'est de la résilience. Mais c'est vrai que c'est un acteur incroyable. Et quand tu as mis la musique, là, j'étais pas au courant, hein, pour de vrai. J'avais pas lu de quoi t'allais parler. Et ça m'a fait des frissons directs parce qu'il y a quelque chose de magique dans cette trilogie. Je crois que je la regarde une fois par an et je suis toujours... je sais pas, c'est vraiment... Ouais, je pense que c'est notre génération aussi, hein. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment un acteur incroyable, en sachant que c'était son premier rôle, je crois, et que... C'était son deuxième... en fait, Retour vers le futur 1, c'était son premier rôle important au cinéma, mais il jouait dans une télésérie aux États-Unis. Et il avait un contrat qui l'empêchait de sortir de ça, ce qui est assez normal. Et tout Retour vers le futur 1, il l'a joué 2 soirs et 2 nuits. Pendant 3 mois. Ouais, j'avais déjà lu ça, ouais. Ouais, pendant 3 mois, après sa journée de tournage pour sa télésérie, il allait tourner la nuit Retour vers le futur, puis il se couchait vers 3-4 heures du matin, et il recommençait à 9 heures pendant longtemps, il a fait ça. Ouais, j'ai vu sur Arte il y a quelques semaines un documentaire sur Retour vers le futur et ils en parlaient de ça que... Bon, je pense qu'il s'est vraiment épuisé, mais merci parce que franchement, ces films, c'est juste des pépites et c'est passage obligatoire chez moi. Si vous venez chez moi, que vous n'avez pas vu ça, c'est la première chose que vous allez voir. Mais ouais, le documentaire, je l'ai vu sur la page d'accueil d'Apple TV+, et je vais le regarder avec plaisir. À ne pas manquer. Audrey, avant de terminer, ben évidemment, on va rappeler les fondamentaux. Vous allez sur applediff.com si vous voulez nous encourager et vous appuyez sur le gros bouton jaune pour nous faire une contribution, un don, une mensualité ou un don unique. Vous pouvez, il n'y a pas de problème, ça fait vraiment plaisir. Vous nous mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est obligatoire, 5 étoiles. Sur Apple Podcast, ouais. Sur Apple Podcast, oui, je dis iTunes, mais sur Apple Podcast. Et puis, si vous voulez continuer les discussions avec Audrey, on rappelle la thématique, dans les prochains mois, vous parlez à Audrey uniquement de Zelda. Vous pouvez la rejoindre où, Audrey? Eh bien, sur Twitter, @AudreyCoulot, sur Mastodon, @AudreyCoulot, et si vous voulez vous former sur Mac, iPhone, iPad, sur les services d'Apple, faire du tri sur vos appareils Apple, du classement, du rangement, vous organiser,
Vous pouvez consulter mes formations sur appleavecAudrey.fr. Et toi, Matt, on peut te rejoindre où ? Tous les liens qui vont bien vont se retrouver sur profduweb.com et on se retrouve dans 2 semaines. Allez, ciao, ciao tout le monde. À bientôt.